Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le sujet de la semaine. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de la BCE et ce qui va se pascer les 2 prochaines années. Ce qui pourrait se passer. Ce qui dans le pourrait conditionnel. probablement se passer les 2 prochaines années au niveau du financement en France. Parce que la BCE a annoncé qu'elle voulait harmoniser un petit peu les conditions de crédit par rapport à l'Europe. Vous le savez, on a déjà parlé sur le podcast, mais c'est vrai qu'en France, c'est un gros avantage, en fait, les conditions de crédit, la manière dont on arrive à obtenir du financement pour acheter de l'immobilier. Mais en fait, c'est pas le cas de nos voisins européens qui demandent généralement beaucoup plus d'apports que ce que nous, on a, donc du 100 ou du 110%. Donc, on va en parler aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est quand même un sujet assez important parce que on le dit souvent dans ce podcast, l'immobilier en France, il est surtout intéressant pour le crédit. Oui. Il y a plein de défauts à faire de l'immobilier en France. Je pense qu'on est peut-être le pays le plus taxé au monde sur l'immobilier parce que même certains pays, par exemple la Belgique, qui est un pays très taxé, de manière générale sur l'immobilier, ils ont des avantages et ils sont bien plus importants que ce que nous on a en France. Dès qu'on va nous sortir la moindre carotte fiscale, je crois que c'était l'épisode d'il y a 15 jours où on parlait justement de la nouvelle, du nouveau dispositif qui pourrait arriver en 2026, savoir s'il était intéressant ou pas. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Bref, rien n'est fait pour encourager l'investissement IMO. On a aussi tout le plan juridique aujourd'hui en France qui fait que les mairies peuvent plafonner les loyers, qui font la chasse au Airbnb, que entre guillemets les locataires sont Ouais, surprotégés très et que protégé, ouais. tous les jours on voit des articles sur des endroits où il y a des lieux qui sont squattés et où on se rend compte que même quand on sort des lois, c'est toujours compliqué de les faire appliquer et que même quand on essaie de faire des petites avancées, entre guillemets, juridiquement, il y a quand même des gros problèmes qui font qu'aujourd'hui, le droit de propriété, je pense, est un des droits les plus bafoués, en tout cas quand on le regarde tel qu'il devrait être dans notre pays. Mais pourquoi, et particulièrement nous, on a fait de l'investissement immobilier en France et pourquoi on pense que c'est toujours hyper intéressant de le faire, c'est grâce au crédit. Parce qu'on est peut-être le pays au monde où c'est le plus facile d'emprunter, où on peut avoir des financements à 100%, 110%, où les banques sont très investisseurs friendly, immobilier friendly. C'est pas pour rien, on est alors on n'est pas le pays au monde où il y a le plus de propriétaires, mais on a un pays où il y a quand même pas mal de propriétaires, enfin il y en a quand même plus en France qu'en Allemagne, à peu près 60% des gens en France qui sont au moins propriétaires d'un bien. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, faire de l'immobilier en France reste intéressant parce que le crédit coûte pas cher, qu'il est facile à avoir. Et là, il y a un article qui est sorti dans Les Échos et c'est pour ça qu'on en parle. On sera peut-être, je sais pas si on sera les premiers à en parler ou pas. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. Donc tout ce qu'on va vous dire dans cet épisode, c'est du conditionnel. Faudra voir si ça arrive ou pas. Mais je vais vous faire un parallèle avec une autre chose qui nous est arrivée sur le coin de la figure il y a quelques années. Et vous comprendrez pourquoi, entre guillemets, on en parle dès maintenant. C'est qu'on pourrait avoir une harmonisation des manières dont les banques octroient du crédit immobilier en France, qui pourrait quand même changer pas mal de choses. Et c'est pour ça que Marie parlait de la Banque Centrale Européenne en introduction, c'est que c'est la Banque Centrale Européenne qui est là derrière. Alors, bon, vous savez tous ce qu'est la BCE, ce qu'on sait un peu moins, c'est ses missions. Ses missions, principalement, elle en a deux. C'est la stabilité des prix en Europe et la deuxième c'est plus ou moins la stabilité de la dette également en Europe. Et quand on parle de dette, on parle de manière générale, donc que ce soit à la fois la dette des États, c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne fait assez pression sur pas mal de refinancement d'États pour leur permettre de pas emprunter trop cher, sinon il y a des pays comme l'Italie ou la France qui doivent emprunter beaucoup plus cher que ce qu'ils empruntent actuellement. Elle veille aussi à l'endettement des entreprises. C'est mauvais de manière générale que vous ayez des tissus économiques qui sont trop endettés, sinon vous pouvez avoir des risques de crise économique. Elle fait attention également à l'endettement des banques pour éviter qu'il y ait des crises bancaires. Elle fait également attention à plus ou moins de manière générale dès qu'il y a de la dette qui est mise d'une quelconque manière en Europe. C'est pour ça que vous avez des régulateurs après qui vont être à l'intérieur des pays, comme l'AMF, comme la Banque de France, qui vont veiller par exemple à quand vous faites une émission obligataire, que quand vous émettez de la dette avec votre entreprise, que vous inventez des nouveaux placements, bref, dès que vous faites quelque chose, il y a du contrôle. On peut pas dire non plus que ce soit forcément toujours mauvais, hein. On n'est pas au Far West non plus, et s'il y avait pas tout ça, il y aurait beaucoup plus d'escroqueries que déjà ce qu'on en a en France. Moi, je pense que plutôt ce qu'on pourrait fustiger un peu dans leur modèle de répression, en tout cas là-dessus, c'est que ils vont un peu trop se concentrer sur, par exemple, taper sans cesse sur les crypto-monnaies, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'escroqueries qui continuent de fonctionner sans qu'ils fassent grand-chose dessus, alors qu'ils pourraient facilement légiférer ou en tout cas surtout agir, parce que très souvent les lois existent, c'est plutôt un manque d'action qu'il y a de leur côté. Et au niveau des banques,
Les banques françaises qui sont parmi les plus grandes au monde, hein, on a 4 banques, je crois, dans le top 15 et je crois qu'on en a 5 là, dans le top 20. Enfin, globalement, vous avez tous les groupes, tous les grands groupes bancaires français qui sont dans le top 20 des banques mondiales. Donc voilà, on est un grand pays au niveau des banques et les banques françaises ont toujours été très immobilier friendly pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a jamais eu de grave crise immobilière en France. Donc entre guillemets, pourquoi crier au loup, avoir peur d'une grosse crise immobilière où, entre guillemets, tout le monde perdrait de l'argent, les banques feraient faillite, l'immobilier ne vaudrait plus rien, si c'est jamais arrivé. C'est pas comme les subprimes qu'il y avait aux États-Unis avec le taux variable. Exactement, où entre guillemets ça a quasiment dépeuplé certaines villes, Ouais, où par exemple à ouais. Détroit vous aviez ces grands quartiers où il y avait des milliers de maisons qui étaient abandonnées, où les gens avaient tous été expulsés. Entre guillemets c'est un peu un système qui s'entretient, c'est-à-dire qu'en France le fait que ce soit très compliqué de déloger quelqu'un dans un bien fait qu'entre guillemets il y a quand même toujours une très grosse tension sur le marché locatif français, qui fait qu'en même temps vu que c'est difficile d'avoir des terrains pour construire, en même temps on n'a pas beaucoup de nouveaux immobiliers, donc ça participe à maintenir une certaine stabilité des prix sur les marchés actuels, même si là on le voit, les taux ont remonté. Alors l'immobilier baisse, mais non, il baisse pas non plus de 30 ou 40%, il baisse un petit peu, il baisse de 5, 10, 20%. C'est des fois la marge, c'est-à-dire que vous allez avoir certains biens qui vont peut-être se vendre pareil, qui se seraient vendus il y a 3 ans, d'autres biens qui sont peut-être un petit peu moins sympas, qui vont décoter un peu plus. Donc voilà, globalement, il n'y a aucun signe aujourd'hui pour crier au loup sur le marché immobilier français et sur la manière dont l'endettement est fait sur celui-ci. En plus, les banques françaises, là encore, ça vient à la manière dont fonctionne tout le système juridique français. Les banques françaises, en fait, elles ont une politique où aujourd'hui, elles accordent des crédits sur vos revenus. C'est vraiment la base. Moi, quand j'étais banquier, c'était toujours ce qu'on m'expliquait, c'était que même si un client apportait de bonnes garanties, on ne fait pas de prêt à la garantie. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle bancaire aujourd'hui qu'on a en France et c'est plus ou moins dans les politiques crédit des banques de fonctionner de cette manière-là, et c'est même dans les politiques de la Banque de France de fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire que quand vous faites un prêt à quelqu'un, vous faites un prêt en fonction de ses revenus et pas en fonction de son patrimoine. Ça ne veut pas dire que le patrimoine ne compte pas, ça veut dire que la première chose que va regarder le banquier, c'est vos revenus. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des revenus pour aller voir la banque. Maintenant, bien évidemment, la banque va se comporter de manière différente en fonction de vos types de revenus. Elle va préférer des revenus stables, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez en CDI, que si vous êtes en libéral, vous avez au moins 3 ans pour justifier que votre activité fonctionne bien. Voilà, elle va regarder différentes choses. Mais par exemple, si vous êtes au chômage, même si vous avez un patrimoine de 1 million d'euros, c'est très compliqué d'avoir un prêt. C'est pas le cas dans les autres pays. Il y a beaucoup de pays où les banques vont fonctionner beaucoup plus au prêt à la garantie, à la valeur des actifs, plutôt qu'au prêt par rapport aux revenus. Ça ne veut pas dire encore une fois que vos revenus ne comptent pas. Bien évidemment, si vous faites un prêt en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, la banque va regarder combien vous gagnez pour emprunter, mais elle va surtout regarder ce que vous achetez. Combien ça vaut? Combien ça pourrait valoir si vous deviez revendre dans l'urgence? Combien ça devrait valoir si jamais la banque devait saisir votre bien pour revendre cette chose-là? Et en fait, il y a une petite rumeur qui est sortie où, entre guillemets, il pourrait y avoir une modification de la manière dont les crédits sont octroyés en France, où les banques françaises pourraient être obligées de s'aligner sur ce qui se fait dans les autres pays, sur justement cette question de prêt à la garantie plutôt que de prêt au revenu. Et ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est quels sont les impacts. Après, je pense qu'aussi, le changement de la BCE et tout, ça va un peu avec l'UE, hein. Enfin, forcément, tu vois? Ils cherchent un peu à uniformiser, toute l'Union européenne et moi, je suis pas trop étonnée qu'au final, on finisse par s'aligner au niveau des crédits, sur, nos voisins, nos pays voisins. Je sais pas trop ce que tu en penses. C'est qui? C'est Lagarde, non, encore la présidente de la BCE, je crois? Oui. Ouais, toujours. Toujours, enfin, je sais pas changé depuis la dernière fois où j'ai vu son nom quelque part, mais normalement, oui, c'est toujours elle. Et t'as raison là-dessus. En plus, j'ai fait une longue introduction, mais c'était pour un peu poser le sujet, parce qu'on est quand même dans un sujet assez complexe, assez technique. Après, j'essaye de vous vulgariser, pardon, oula, le mot est parti un peu vite, de vous le vulgariser aussi bien que je le peux, en fonction de mes connaissances, de mon expérience de banquier, pour essayer d'expliquer quelle est la différence pour vous. Mais pour prendre 2-3 exemples de ce qui pourrait, de ce que ça pourrait faire, et après, comme tu disais, Marie, on reviendra sur un peu les causes, sur le pourquoi, sur aussi est-ce que ça va arriver ou pas et pourquoi est-ce qu'on en parle déjà nous aujourd'hui. C'est que globalement, ce que ça implique, c'est qu'aujourd'hui, si vous arrivez à avoir du prêt à 110% dans certains cas,
C'est tout simplement parce que les banques françaises font du prêt par rapport à vos revenus et que si vos revenus sont suffisants, en soi, une banque, elle estime qu'il n'y a aucun risque de vous faire un prêt à 110%. Pourquoi? Parce qu'elle va estimer que vous gagnez largement de quoi rembourser le prêt et que le système économique français fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un système où les gens perdent facilement leur emploi. Alors oui, il peut y avoir des licenciements, oui, l'emprunteur peut démissionner, mais la réalité, c'est que les banques françaises s'appuient sur des statistiques et que les statistiques aujourd'hui sur le prêt immobilier, elles sont qu'il y a très peu de défauts en fait. Mmh. Franchement, même quand il y a eu un peu de, même quand il y a eu le Covid, même quand il y a eu un peu de remontée des taux, etc. Franchement, vous n'imaginez pas, mais globalement, les banques, quand elles font du prêt immobilier, il y a peut-être un prêt sur 1000 où, entre guillemets, elles vont devoir aller saisir le bien. Genre, Ouais. c'est rien du tout par rapport à beaucoup de Je pays. me rappelle, toi, quand t'étais encore en poste, je crois que de tes 5 ans en banque, t'avais eu qu'un défaut sur le prêt, et c'était même pas la faute du monsieur, c'était juste qu'en fait, il y avait un problème au niveau de la construction ou je sais pas quoi. Oui, et la construction n'avait pas pu se faire. Et c'est ça, et en fait, même là, avant que ça fasse défaut, enfin, il s'est passé, 3 ans, je crois, un truc comme Ah, il ça, s'est non? passé quasiment 3 ans. On a Ouais. mis en sorte plein de mécanismes où justement, on lui a permis d'avoir du temps, on lui a suspendu ses échéances, on lui a, j'ai perdu le terme, mais on lui a en gros roulé sa dette pour qu'il puisse, l'étaler sur une durée plus longue et qu'il ait des plus petites mensualités. Enfin bref, on a vraiment essayé de tout faire pour ne pas aller jusqu'à la saisie du bien. Donc c'est pour ça que les saisies de biens n'arrivent jamais Ouais. et c'est ce qui fait que ce qu'on appelle le coût du risque, ça, faut vraiment comprendre que pour une banque, c'est super important. C'est combien coûte votre risque, c'est-à-dire combien d'argent vous devez mettre de côté pour en gros prévoir les conséquences d'un défaut d'un de vos emprunteurs. Et en général, une banque, quand elle a un défaut, elle perd forcément de l'argent. Parce que déjà, c'est pas dit qu'entre guillemets, elle revende le bien à hauteur de ce que l'emprunteur a emprunté. Ça, déjà, c'est le premier point. Notamment, par exemple, si elle fait un 110%, si vous ne remboursez pas la première mensualité, ben en soi, sauf si vous avez vraiment très bien acheté, en soi, la banque, c'est sûr qu'entre guillemets, elle n'arrivera pas à revendre au montant du prêt qu'elle vous avait octroyé. Et en plus, la gestion du risque, donc la gestion de gérer des emprunteurs qui sont en défaut, etc., ça coûte de l'argent. Ça coûte des salariés, ça coûte des avocats, ça coûte des huissiers, ça coûte du temps. Et du coup, la banque, elle est obligée de mettre une provision de côté pour prévoir son risque futur qu'elle pourrait avoir Ah oui, d'un éventuel dans le défaut bilan, elle met sur un emprunteur à qui elle aurait fait un prêt. Donc c'est pour ça que, étant donné que le niveau de défaut sur les prêts en France est très faible, je parle des prêts immobiliers, hein, bien évidemment, prêts à la conso, prêts professionnels, c'est un peu différent, mais prêts immobiliers, vraiment, les taux de défaut sont très bas. Forcément, entre guillemets, les banques françaises, elles sont pas trop inquiètes et bien évidemment qu'elles font pas non plus des financements à 110% à tort et à travers, mais entre guillemets, elles peuvent se permettre de se dire, ok, cet investisseur, par rapport à sa situation personnelle aujourd'hui, à combien il gagne, on peut lui prêter à 110%, on n'a quasiment aucune chance de se retrouver les banqueroutes, quoi. ouais, enfin que entre guillemets on doit aller jusqu'à la saisie du bien. Ça, c'est le modèle aujourd'hui. Faut bien comprendre que si demain on passe sur un modèle de prêt, Européen, type. non, c'est pas comme ça qu'ils l'appellent, c'est un modèle de prêt à la garantie, comme ça fonctionne aux Ouais. États-Unis, comme ça fonctionne dans les autres pays européens. Ça changera beaucoup de choses parce qu'on arrivera dans des cas où même si la banque dirait bon, soit on n'a aucun risque de devoir se dire qu'on irait devoir aller saisir la garantie, on est obligé de regarder combien vaut notre garantie pour pouvoir faire un prêt. Et là, à ce moment-là, ça change tout. Ça veut dire déjà que c'est fini le 110%. Mmh. Parce qu'entre guillemets, le 110%, tu peux pas prêter plus que ce que vaut un bien. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Les prêts avec beaucoup de travaux, pareil, c'est un très gros risque. Est-ce qu'on est sûr que les travaux qui vont être faits sur le bien, on les récupérera à la fin? Également, il peut y avoir Peut-être la durée, non, aussi? Non, pas trop? la durée, ça pourrait. La durée, ça pourrait parce que ça pourrait être. Je reviendrai sur la durée, sur les taux variables juste après. Je termine d'abord là-dessus, c'est qu'elle va surtout demander plus d'apports. Ouais. Parce qu'entre guillemets, elle se dit, ok, si je revends dans le pire des cas, en comptant les frais de procédure, etc., faut que j'ai une marge de 20%. Donc entre guillemets, vous faites au moins 20% d'apport plus frais d'acquisition. Donc on passe à des prêts à 30% d'apport. C'est le cas en Belgique. Mmh. Je me souviens quand on a fait l'épisode avec Money Mindset, il nous l'avait bien expliqué. C'était un des problèmes pour justement enchaîner très vite des opérations en Belgique. C'est l'apport qu'on demande. Donc ça peut être vraiment catastrophique parce que nous on a toujours dit ce qui va bloquer un emprunteur pour faire des opérations, c'est son apport, c'est le cash que vous avez. Si on demande maintenant obligatoirement de faire plus d'apports sur du locatif, ça peut énormément bloquer entre guillemets ce que vous pouvez enchaîner comme opération immobilière. Mmh. Et franchement, enfin pour moi c'est pas la fin de l'investissement immobilier, mais on arrive dans un moment donné où ça sera beaucoup plus difficile. Oui, Et on faut avoir pourra un peu les officiellement sous. dire que l'Eldorado des fois j'entends que l'Eldorado est fini parce que les taux sont plus 1%. La réalité c'est que tu achètes moins cher aujourd'hui, donc tu te récupères un petit peu aussi. La réalité c'est que c'est là pour le coup, si tu veux plus enchaîner les opérations parce qu'on te demande de faire 30% d'apport à chaque fois, là pour le coup ça va vraiment être très
très, très compliqué. Au niveau de ce que tu me disais sur la durée et les taux, alors oui, ça peut être aussi quelque chose qui peut être changé en France, c'est-à-dire avoir moins de taux fixes. Parce qu'entre guillemets, le taux fixe, c'est un risque pour la banque. Si on est justement dans un environnement où les taux changent beaucoup, en soi, Ouais, elle a un coût je vous cache pas d'opportunité, que quoi. pour les banques, les taux à 1% qui ont été faits en 2020, Ils c'est s'en beaucoup mordent les d'argent perdu aujourd'hui. ils s'en mordent les doigts, Ils ouais. s'en mordent les doigts, non, parce que c'était un risque, mais le risque s'est matérialisé. Donc Ouais, il y les a banques. un coût d'opportunité de zinzin pour eux, du coup. Exactement. Donc ce qui pourrait arriver, est-ce qu'on aurait des durées plus courtes? Pas forcément. Il y a des pays où on emprunte sur des durées plus longues, la Suisse par exemple. Mmh. Maintenant, pour le coup, on pourrait avoir la fin des taux fixes ou alors des taux fixes à palier. C'est-à-dire que comme vous empruntez par exemple au Royaume-Uni, vous pourriez avoir un taux fixe pendant 5 ans et au bout de 5 ans, votre taux est réévalué Réévaluer. par rapport à combien valent les taux au moment de la réévaluation. Ça peut coûter très cher et ça peut faire un risque parce qu'aujourd'hui, franchement, n'importe qui a fait un taux en 2020 à 1%, mais en fait, il a envie de le garder et limite, il se dit des fois, je vends pas mon bien parce que le taux est tellement intéressant. Nous, c'est le cas. On a un ou deux immeubles, des fois, on se dit ça serait pas mal de les revendre parce que c'était parmi les premiers qu'on avait achetés. Mais on a des taux à 1%, ils nous coûtent tellement rien qu'on se dit, allez, on va encore les pousser encore un peu. Donc voilà, ça serait pour moi vraiment les conséquences qu'on pourrait avoir sur le fait de modifier la manière dont les prêts sont octroyés par les banques. Maintenant, tu me demandais au niveau des pourquoi est-ce qu'ils font ça, Ouais. et on peut aussi se poser la question en même temps, comment ils le feraient? Oui, parce que du coup, est-ce que nous, nos conditions de crédit, elles vont pas changer? Enfin, j'espère pas qu'elles vont changer. Alors, nous, nos conditions sur les prêts qu'on a déjà eu, non, c'est Oui, un bien sûr. contrat, mais sur les prêts futurs. Alors, sur les causes déjà, oui, c'est un peu une volonté d'harmoniser. Pour moi, c'est un peu une mauvaise chose. C'était un peu, on reparlera justement des critères HCSF et du taux d'endettement à 35% juste après, mais c'est à peu près dans la lignée de ça, c'est de forcer plus ou moins une certaine harmonie qui pour moi n'a pas lieu d'être parce qu'en fait le marché immobilier français n'est pas le marché immobilier allemand, n'est pas le marché immobilier polonais, n'est pas le marché immobilier italien, et entre guillemets les spécificités qu'on a encore aujourd'hui dans chaque pays justifient qu'on ait des fois des fonctionnements bancaires qui soient différents et des politiques d'octroi des crédits qui soient pas les mêmes. Mmh. Ça, déjà, c'est la première des choses. Après, on peut critiquer ou pas, mais là, on rentre dans une critique de l'Union européenne et de l'harmonisation de manière générale, qui, Oui, après, c'est la vie, hein, oui, de toute voilà, mais façon, on bon, va pas pouvoir y faire grand-chose. voilà, c'est ça. Dans tous les cas, on pourra pas y faire grand-chose. Maintenant, et j'en ai discuté justement avec un autre investisseur qui m'a un peu posé la question, qui m'a dit, mais est-ce que les banques françaises peuvent pas s'opposer à ça? Parce que c'est vrai que c'est des grandes banques, elles peuvent, entre guillemets, dire non à l'UE. En réalité, non, parce que les banques françaises sont tenues pieds et poings liés par la Banque Centrale Européenne, tout simplement parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui leur accorde les crédits Ouais, tout simplement. et qui définit la manière dont elles vont devoir prendre en compte le risque. Mmh. Donc là, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est trop technique, c'est pas très intéressant, mais vous avez tout un tas de réglementations qui imposent aux banques d'avoir une certaine politique vis-à-vis du risque, donc de mettre une certaine quantité de ce qu'on appelle de provision, donc d'argent de côté, en fonction du risque qu'elles vont prendre. Et ça, c'est défini par des réglementations qui ont été prises à l'échelle européenne pour harmoniser le marché européen. Oui, tu as une question? Ça se durcit au fur et à mesure des années, tu trouves, ou pas, par rapport à quand toi tu travaillais? Alors depuis, Parce que je vois non. pas ce qu'elles craignent, en fait, particulièrement. Tu vois, on n'est pas comme aux States où quelqu'un va manipuler le marché pour. Oui, alors non, ça s'est un peu calmé. Ces politiques, elles sont arrivées après la crise des subprimes. C'était pas plus mal non plus parce que en soi, la crise des Ouais, subprimes, c'est catastrophique. voilà, Quand c'était même. catastrophique un peu pour tout le monde. Ensuite, il y a eu la crise de la zone euro et de la dette, notamment avec la Grèce, etc. Donc voilà, ces politiques sont arrivées au fur et à mesure et les banques se sont retrouvées à devoir faire attention à ces réglementations. Et c'est là où elles ont commencé à avoir des politiques de risque qui étaient un peu plus harmonisées et un peu plus suivies que c'était le cas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régulateur, quand il va, donc par exemple, vous avez la PCR ou la Banque de France qui viennent contrôler un établissement bancaire, ils vont vérifier pas mal de choses. Donc bon, l'application de la loi, ils vont regarder les RGPD, ces genres de choses au niveau des clients, mais ils vont surtout regarder qu'au niveau de la comptabilité bancaire de la banque, elle respecte les normes. Donc, par exemple, qu'elle mette suffisamment d'argent de côté en fonction des crédits qu'elle va octroyer. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, dire, bon, ben voilà, toi, banque française, tu vas devoir mettre 1 euro de côté tous les 5 euros de prêt que tu vas octroyer. Ouais. Et comment ce que la Banque Centrale Européenne met de la pression sur les politiques crédit, c'est qu'en fonction de l'euro que vous avez mis en termes de dette, en face, vous n'avez pas la même quantité d'argent que vous devez provisionner. Exemple, vous faites par exemple un prêt à 50%. L'investisseur apporte 50%, la banque prête 50%. La Banque Centrale Européenne peut très bien dire c'est un prêt sans aucun risque parce qu'il y a 50% d'apport, donc vous n'avez pas besoin de mettre de provision de côté.
Ah oui, au fait, c'est au cas par cas, C'est pas au cas par en cas, fonction des paramètres, on te dit, c'est pas vraiment des injonctions, mais c'est des incitations. À l'inverse, vous faites un prêt à 110%, la Banque centrale européenne peut dire: «OK, quand vous faites un prêt à 110%, donc l'investisseur amène 0 €, vous avez un risque en cas de défaut et de revente du bien, vous devez donc mettre tous les 1 000 € prêtés, vous devez mettre 20 € de côté, 20 € de provision». Et il faut voir que les provisions, ça coûte cher aux banques. Parce qu'en fait, de l'argent provisionné, c'est de l'argent qui rapporte pas, bah oui, c'est de l'argent c'est pas bloqué. placé, en fait, hein, Exactement, effectivement. donc c'est l'argent que la banque ne peut pas investir ou qu'elle ne peut pas prêter. Donc, entre guillemets, ça diminue sa capacité à faire des prêts. En plus, moi, j'ai ma logique comptable parce que du coup, j'ai l'écriture de provision et ça compte comme une perte, on s'entend, hein, Tu vois? comptablement, ouais. Donc, voilà, j'essaie de le vulgariser au maximum, hein, si c'est aussi le but de ce podcast et je sais que c'est pas facile parce que quand on n'est pas du milieu, qu'on n'est pas du milieu comptable ou qu'on n'est pas du milieu financier, c'est des notions qui sont difficiles à comprendre. Mais globalement, une banque qui ferait un prêt à 110% serait beaucoup moins rentable que si elle faisait ce même prêt à 50% Mmh. de la valeur du bien. Donc là encore, c'est pour vous montrer comment ça pourrait être incitatif, c'est-à-dire que un prêt à 110% pourrait coûter de l'argent à la banque. Bah ouais, parce que Et oh, vas-y. bah, parce qu'en fait, personne ne veut mettre des provisions, en fait, du coup, dans son bilan, Exactement, bah, les provisions, c'est comme si, bah, c'est un risque. voilà, c'est comme si vous, en tant qu'investisseur, on vous obligeait à mettre de l'argent sur votre livret A. Mmh. T'as pas envie d'être obligé, t'as envie Ouais, d'être libre de pouvoir c'est investir ton ça. argent si t'as envie de l'investir. Mais on te dit non, regarde, tu mets de l'argent en crypto, pour chaque euro que tu mets en crypto, tu dois mettre 1 € sur ton livret A. Bah moi, j'aurais pas envie, enfin là déjà, actuellement, je pourrais pas le faire, tu vois. Donc, entre guillemets, c'est exactement pareil, c'est très incitatif et entre guillemets, ça peut faire baisser la rentabilité de la banque. Enfin, en tout cas, ça incite la banque à durcir ses conditions d'octroi de ses prêts. Vous pourrez même me dire, oui, mais la banque, elle peut voir sa politique de taux. Et non, parce que la politique de taux, c'est avant tout fixé. Il y a ce qu'on appelle le TAEG en France, donc le taux effectif global. Et ça limite pas mal le fait que la banque, par exemple, elle dise: «OK, moi je vous propose un 110%. En fait, par exemple, je vous propose un prêt à 80% à 3% ou je vous propose un 110% à 4,5%». On pourrait imaginer ça. Mais non, là actuellement, les banques françaises peuvent pas le faire parce que justement, elles ont un taux effectif global qui vient en fait plafonner Oui, c'est le ça. montant Mmh. maximum du coût du crédit que ça aura pour l'emprunteur. Donc vous voyez bien que c'est un problème où en soi, ce qui va se passer, c'est que les banques françaises vont être obligées de durcir leurs conditions d'octroi des prêts. Si, bien évidemment, c'est pour ça qu'on parle au conditionnel, cette harmonisation se faisait et que ça deviendrait obligatoire pour les banques. Maintenant, on peut se demander, heu, est-ce que ça pourrait arriver assez vite? Ouais, j'allais te dire, du coup, tu penses que ça va être probable ou pas? Parce qu'il y a un truc qui est tombé il y a pas si longtemps où aussi on pensait que c'était probable, Les pas fameux sûr. critères HCSF. Bah, finalement, c'est bien arrivé, ouais. Donc le HCSF, c'est le Haut Comité à la stabilité financière, c'est plus ou moins une sous-direction de la Banque de France qui, donnait des recommandations pour les banques en termes de politique de crédit. Donc il faut savoir que les banques sont sur le papier indépendantes pour fixer leur politique de crédit. C'est pour ça que je dis que des fois que d'une banque à une autre, vous pouvez avoir une appréciation des revenus qui est pas la même. Mais globalement, les banques, si elles ont envie de dire, ben en fait, nous, on prête comme on veut et on se pose pas trop la question sur un emprunteur, la banque, en théorie, elle peut le faire, hein, c'est un acteur privé. Et si l'autre banque, elle dit non, moi, dès que l'investisseur il a plus de 20% d'endettement par rapport à ses revenus, j'arrête de prêter, en théorie, elle pourrait le faire aussi. Ce qui se passe, c'est que déjà, au niveau bancaire français, via la Banque de France, il y a une certaine harmonisation déjà qui est en train d'arriver là-dessus. Et c'est pour ça qu'en 2020, on nous a sorti les fameux critères HCSF, donc le fait que les emprunteurs n'avaient pas le droit d'avoir des mensualités de crédit supérieures à 35% de leurs revenus. Donc, qui pour le coup est à l'inverse de ce que je viens de vous expliquer jusqu'à maintenant, où je vous dis justement que ça pourrait passer sur un autre modèle, plutôt de prêt à la garantie. Pourquoi je vous fais ce parallèle-là? C'est que les fameux critères HCSF, c'est arrivé en 2019. Moi, le premier article que j'ai vu à l'époque, c'était en 2019. Je venais tout juste d'entrer à la banque, je suis encore stagiaire à l'époque. J'en parlais à mes collègues, et mes collègues ne voyaient pas du tout ce que c'était, parce que ça les intéressait pas spécialement de lire la presse économique. Et au 1er janvier 2020, les critères HCSF sont devenus recommandés. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas Incité obligatoires. fortement, quoi. On incitait les banques françaises à respecter les critères. Tu as certaines banques qui l'ont fait tout de suite, BNP, Crédit Mutuel, Société Oui, c'est Générale. vrai, oui, oui. Crédit Agricole, pour le coup, ils étaient en mode: «On En s'en fout détente. complet, nous, ça nous regarde pas. De toute façon, notre modèle de crédit, il est fiable, on a très peu de défauts sur nos prêts». À la fin de l'année 2020, quand la Banque de France a fait le bilan, elle s'est rendue compte que, par exemple, tu avais des banques qui avaient moins de 10% de leur dossier qui étaient en exception des critères HCSF. Et par exemple, le Crédit Agricole, nous, on était à 45%. Mmh. Et là,
1er janvier 2021, la Banque de France dit « Bon ben voilà, les critères HCSF, maintenant c'est obligatoire ». Et je peux vous dire que du jour au lendemain, alors même que 3 mois avant, au niveau de notre direction crédit, etc., on nous disait non, non, mais vous C'était inquiétez pas, embêtant, ça ouais. sera jamais obligatoire, on fait comme on veut. Oui, c'est une incitation de la Banque de France, mais en fait, ça concerne les autres banques, ça nous concerne pas. Du jour au lendemain, au 1er janvier 2021, on nous a dit bon, ben maintenant, vous avez les critères HCSF, donc vous faites plus ce que vous voulez en termes de crédit, et bien évidemment, vous devez avoir moins de 20% de vos prêts en exception, ce qui fait que nous, on a dû énormément durcir nos conditions, notamment moi qui du coup travaillais en banque privée, où on avait des clients très aisés, donc forcément qui étaient très endettés parce qu'ils avaient des très gros revenus, où ça a été très compliqué, ça a été difficile de leur l'expliquer. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu, tout le monde le sait, hein, les critères HCSF, ça parle à peu près à tout le monde. Ouais, mais tu vois, les critères HCSF, nous, on le sait, il y a moyen de les contourner quand même. Là, si on refait le parallèle avec ce qui nous attend si ça se met en place, il y a aucun moyen de contourner. Écoute, faut espérer, je sais pas, parce que pour le coup, les critères HCSF, avant que ça soit en place, je pouvais pas imaginer que si tu passais en SIA-LIS, Oui, tu voilà, sortais des ouais. critères HCSF. C'est parce que ça a été fait comme ça et qu'entre guillemets, on a trouvé un contournement sur le tas. Mais avant qu'on les mette en place, on n'avait pas de contournement, on se disait juste ah ben mince, on va être très limité pour faire du prêt. Donc entre guillemets, pourquoi je fais ce parallèle là, c'est que globalement, si on se disait qu'on serait à peu près dans le même calendrier, là on est, on va dire fin 2025, début 2026, on nous parle de ça, on pourrait imaginer une application au 1er janvier 2028 ou au 1er janvier 2029. Donc potentiellement, d'ici 2 à 3 ans, les conditions bancaires en Europe en France pardon, pourraient durcir pardon, et ça changerait quand même pas mal de choses. Du coup, là, ça m'amène, c'est qu'en fait, là, du coup, c'est dans le doute, les 2 prochaines années, va falloir speeder un peu niveau financement, du coup. Je pense. Ça me fait rire parce qu'avant, on se disait, avant la HCSF, que c'était tu sais, c'était un peu l'Eldorado et tout avec les HCSF. On était un peu en mode, ah, ça fait chier. Bah là, en fait, ça fait encore plus chier. Donc, Ouais, là, ça peut il être. faut encore plus profiter des normes HCSF au final. J'ai envie de dire, là, j'incite tous ceux qui Qui réfléchissent. réfléchissent à démarrer l'investissement immobilier à quand même se bouger d'ici les 2 prochaines années, parce que on pourrait vraiment avoir un fin de l'Eldorado du crédit. Et auquel cas, pour moi, si on perd Oh, faites plus de mots en l'avantage, France, quoi. voilà, si on perd cet avantage-là en France, franchement, autant aller faire de l'IMO à l'étranger. Alors à ce moment-là, tu verras sur des marchés qui seront peut-être moins chers, plus rentables, où tu auras des lois qui seront, tu n'auras pas d'encadrement des loyers, et si le locataire te paye pas, tu peux envoyer le shérif pour le sortir, pour aller dans des pays un peu plus, où on respecte un peu mieux ton droit de propriété. Donc c'est pour ça que, très sincèrement, ouais, moi, c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Là, on est fin 2025. Alors, attention, hein, ça va pas arriver au 1er mars, faut se détendre. Mais par contre, voilà, si vous n'avez pas encore commencé à investir dans l'immobilier et que vous repoussez ça en mode non, mais je le ferai l'an prochain, non, mais en fait, j'attends que tante Michu, elle aille à l'EHPAD parce qu'après, ça me permettra d'avoir l'esprit plus libre pour commencer à investir, arrêtez de vous trouver des excuses et Let's go. let's go. Parce que on pourrait en rediscuter dans 2 ans et se dire qu'en fait, vous avez raté le coche, quoi. Et sachant que si vous commencez à investir, en fait, vous allez un petit peu vous prémunir de ça, parce que nous, on le voit, et c'est un peu pour répondre à une question qu'on me pose très souvent. Comment vous faites pour emprunter maintenant que vous n'avez plus vos CDI ? On a quand même fait tellement d'immobilier qu'entre guillemets, on a un petit peu cassé le plafond de verre de est-ce qu'une banque est prête à nous prêter ou pas. Ça veut pas dire qu'entre guillemets, on a crédit illimité et que forcément, on est devenu Crésus vis-à-vis de la banque. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste que en fait, on a une situation maintenant qui est hors case pour la banque, sauf qu'on a quand même une situation patrimoniale qui est tellement attrayante pour la banque qu'elle est prête à nous faire du sur-mesure et de nous faire du hors case pour nous prêter. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets, ça veut pas dire que d'ici 2 ans, vous pourrez plus faire de crédit du tout, mais ça veut juste dire que si vous voulez, entre guillemets, sortir un peu de ceux qui débutent dans l'immobilier et qui se feront appliquer plein pot ces règles-là, en fait, il faut se bouger tout de suite. Ouais. Donc, réfléchissez-y. Après, il y a toujours une probabilité que ça n'arrive pas. Mais... Oui, voilà, ça se trouve, c'est pour ça que je parle au conditionnel. C'est des rumeurs. Là, j'en parle aujourd'hui parce que, en plus, voilà, c'est mon sujet, le crédit, les banques, et j'ai la connaissance et quand t'étais en l'expérience. train de parler, je me disais jamais de la vie j'aurais pu faire ton métier, quand même. C'est un truc de fou. Oui, mais bon, après, tu vois, c'est pour ça que je regrette pas d'avoir travaillé en banque. Ça me permet d'avoir des bases solides sur la manière dont ça fonctionne, etc. Exactement, Ouais. exactement. Vraiment avoir des bases solides là-dessus, de pouvoir comprendre ces choses-là et de les expliquer, et surtout de savoir comment réagir. Après, par exemple, nous, dans notre cas, ça me fait pas très peur parce que de toute façon, nous, on est arrivé à un point où probablement, on l'a déjà dit dans un autre épisode, on fera probablement plus d'apports maintenant sur nos prochaines opérations. Oui, en fait, nous, on le savait. Enfin,
dans l'idée, on le savait en fait que quoi qu'il arrive, on devrait faire plus d'apports si jamais Exactement. on devait réemprunter. Bon, visiblement, de ce que le banquier a dit, pour l'instant, ça devrait tenir encore sur du 100%. J'espère. On verra. On verra. Mais nous, de toute manière, on était conditionnés dans nos têtes à faire du 20-30% d'apport parce que faut que ça passe quand même, quoi. Donc, Mais c'est évident qu'avec ces conditions-là, si ça venait à s'appliquer, tous les c'est compliqué d'avoir 20-30% d'apport. ah mais complètement, mais là, toutes les success stories que tu as en tête d'investisseurs qui ont réussi à lever 2 millions de dettes en 2 ans, bah là, vous faites une croix dessus, quoi. Ouais. Parce que pour lever 2 millions avec 30% d'apport, ça veut dire qu'il te fallait 600 000 euros d'apport, quoi. C'est pas la même, Personne hein. n'a 600 000 euros d'apport. Enfin, en tout cas, pas à des âges, pas dans Oui. la vingtaine, enfin, que monsieur, madame, tout le monde. Voilà, c'est ça, pas entre 20 et 35 ans, en tout cas. Voilà, ça sera plutôt autour de 40 ans, quand t'as déjà bien entamé ta carrière pro, mais bon, galère, quoi. Galère. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur le sujet? Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, Je sais pas si ça te paraît clair. Ouais, C'était en peut-être vrai, une dernière c'était- question pourrait se poser parce que c'est vrai que là, j'étais dans mon explication, j'étais concentré pour essayer que ce soit clair. Je t'écoutais avec attention. J'ai posé des questions qui me semblaient être bonnes sur le moment. Écoutez, on aimerait bien voir vos avis aussi là-dessus, voir si c'est probable. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur la Flouserie en DM. On vous répond à chaque fois. Et puis, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide. Vas-y, Julien, j'étais sûre qu'il voulait redire un truc. Dernière petite chose, là du coup cet épisode il sort le 18 décembre, il y aura un dernier épisode avant les fêtes le 22 décembre et après on vous refera un épisode pour le 1er janvier, tout simplement parce que voilà on sait qu'entre Noël et Nouvel An vous faites la fête avec votre famille et les écoutes du podcast en général elles sont un peu en pause, donc nous aussi on va prendre une petite pause, je pense qu'on n'a pas raté un épisode depuis vraiment un bon moment, on a été très 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 sérieux en tout cas sur les 6 derniers mois, donc voilà c'était juste pour vous prévenir là-dessus. Et de toute façon, j'ai un sol à poncer dans mon futur Airbnb. Ouais, donc, on voit mon toit, on va se mettre sur des travaux Airbnb. Mais moi, j'ai bloqué des jours dans l'agenda pour pouvoir avancer avec toi. Donc, et on vous donnera prendra des pas mal nouvelles de de photos toute de ça. manière sur la Flouserie. Vous verrez un peu ce qu'on fait. Enfin, là, on essaie vraiment de poster un peu tous les jours sur ce qu'on fait sur notre IMO. De toute façon, il nous arrive toujours des trucs. Donc, donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, à nous suivre sur Instagram. La Flouserie quitte le Boomer Dream. On vous partage un petit peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Ciao.